bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 29 novembre. Réfléchir aux enjeux de l'agriculture dans la plaine de Versailles, principe d'une réunion publique organisée hier à Saint-Non-la-Bretèche. 3 tables rondes ont animé la soirée à l'initiative de 2 députés des Yvelines. Une manière de conclure les états généraux de l'alimentation au niveau local. Il vient d'être réélu à la présidence du Modem 78. Le député de la 9e circonscription du département, Bruno Millienne, est notre invité. Avec lui, nous parlons de son nouveau mandat de 3 ans à la tête du mouvement démocrate des Yvelines et de l'actualité politique. Et puis Magny Léamo organise sa semaine de la citoyenneté, 5 jours à destination des jeunes de la commune pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions françaises. Hier, un rallye citoyen se déroulait au sein de l'hôtel de ville. Nous étions sur place. Une grande consultation nationale initiée par le ministère de l'Agriculture. Les états généraux de l'alimentation se terminent. Ils ont donné la parole aux agriculteurs pour évoquer la création de grandes filières de production. Au niveau local, cet événement s'est conclu hier par une réunion publique à Saint-Non-la-Bretèche. À l'initiative de 2 députés des Yvelines, elle questionnait sur les enjeux de l'agriculture dans la plaine de Versailles. Un sujet de Nicolas Kirillowitz. Bien loin des polémiques européennes sur le glyphosate, localement, habitants, élus, associations et agriculteurs de la plaine de Versailles planchent sur les enjeux agricoles de leur territoire. Un territoire prisé avec 12 nouvelles exploitations qui se sont installées récemment. Un record en Île-de-France qu'il est nécessaire de préserver. Ce que représente la plaine de Versailles est un système de biodiversité dans tous les sens du terme, et que pour qu'on puisse avoir une nourriture de qualité, eh bien, il faut que les acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, mais aussi les consommateurs, jouent le jeu. Comment favoriser la consommation locale? Comment produire de façon responsable et satisfaire la demande des consommateurs? La soirée s'est déroulée autour de 3 tables rondes et a permis de soulever de nombreuses problématiques autour du modèle agricole actuel. L'objectif est en fait de réussir à montrer que le cahier des charges en agriculture française est vertueux, sain et assure vraiment un gage de fiabilité et de sécurité alimentaire. Organisée par 2 députés de La République En Marche, cette réunion publique s'inscrit dans le cadre des États généraux de l'alimentation lancés il y a 4 mois partout en France. Objectif, rapprocher l'ensemble des acteurs de la filière. Ce qui m'a vraiment motivée aujourd'hui, c'est de voir ce renouveau dans l'agriculture, ces jeunes agriculteurs qui s'investissent. Ce qui m'a plu aussi, c'est de voir qu'il y avait juste des consommateurs qui sont venus aujourd'hui, qui sont en demande, qui sont en attente d'une solution sur des circuits courts, qui ont besoin d'informations. Sans calendrier fixe pour le moment, les États généraux de l'alimentation devraient déboucher sur un projet de loi dès le premier semestre 2018. Dans l'actualité, visite officielle cet après-midi, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, s'est rendue à Versailles. Elle est venue ouvrir les 22e journées d'études, de recherche et de formation au Palais des Congrès. Un événement en présence de plus de 900 professionnels sur 3 jours. Objectif notamment, aider les jeunes avec troubles du comportement à mieux vivre au quotidien. C'est organisé par l'association R, déplacement suivi par Camille Lambert. Je pense qu'il faut tout à fait reconnaître la valeur de tous les travaux qui ont été depuis des années portés par l'AIR, par l'association l'AIR, pour rénover justement une réponse, pour qu'elle soit vraiment une réponse accompagnée pour tous ces jeunes qui présentent des troubles, qui sont difficiles justement à pouvoir rester dans un circuit ordinaire sans être accompagnés. Donc je pense qu'ils ont une valeur colossale pour pouvoir répondre aux besoins de ces jeunes. Nous avons décidé cette année de placer ces journées d'études sous le signe de la pluralité et de la nouveauté. Que se passe-t-il dans notre environnement? Comment la politique de la santé mentale se réorganise-t-elle et comment ça influe sur nos établissements? Elle accompagne le président de la République. La députée LREM des Yvelines, Marie Lebec, participe à la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Un voyage au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. Puis au Ghana pour finir. La parlementaire qui préside à l'Assemblée nationale le groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur ce déplacement présidentiel dans notre édition de demain jeudi avec l'association des ressortissants africains de Saint-Quentin en Yvelines. Lui aussi est député des Yvelines. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous venez
d'être réélu à la tête du MoDem 78 pour un mandat de 3 ans. On en parle dans un instant. Une réaction peut-être déjà sur le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Premier discours hier devant les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Sur la forme, on sent un style dépoussiéré. Il a donné la parole à des étudiants dont les questions, semble-t-il, n'étaient pas filtrées. Donc ils ont pu poser leurs questions sans filtre au président de la République. Ouais, vous voyez bien que c'est dans le style de notre président, d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de grosses surprises par rapport à ça. C'est un style assez, effectivement, j'irai pas jusqu'à dire décontracté, mais en tout cas direct. Et moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'on vient de tourner une page. On vient de tourner la page de ce qu'on appelait la Centrafrique, où la France se croyait encore mettre des manettes en Afrique noire, comme du temps de la colonie. Alors, il n'est pas question le président a dit, il n'est pas question de se flégeller, mais il n'est pas question non plus d'enlever nos responsabilités sur ce qui s'est passé. Et surtout, on est là maintenant, effectivement, pour leur tendre la main et pour les aider, sans leur imposer nos choix. C'est ça qui est important. Autre actualité aussi, le Premier ministre Édouard Philippe a rencontré aujourd'hui les chefs des principaux partis français, dont François Bayrou pour le MoDem. Il les a informés du projet de loi qui changera le mode de scrutin aux européennes en 2018. Exit les 8 circonscriptions françaises pour un retour à une seule circonscription nationale. C'est une réforme qui est nécessaire ? Je ne sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas, je pense que pour les débats et pour l'Europe, pour ce qu'on veut faire de l'Europe demain, je pense que les listes nationales sont plus intéressantes parce qu'on va avoir des débats du coup sur le fond et pas des débats qui vont être étriqués comme ça a été lors des dernières élections. Et on va remettre un petit peu l'Europe au centre de nos préoccupations. Et la reconstruction européenne est très, très, très importante pour les années qui viennent, autant que la reconstruction, bien évidemment, de notre pays. Mais les deux vont de pair. Prochaine élection européenne en 2019 et non 2018, comme je l'ai indiqué. Oui, 2019. Oui. Alors, Bruno Millienne, vous avez été réélu ce mois-ci président du MoDem 78 dans un grand suspense. Non, en réalité, vous étiez le seul candidat à votre propre succession, réélu à 97,4% des voix. Pourquoi repartir pour un nouveau mandat de 3 ans ? Parce que la donne a un tout petit peu changé. On a beaucoup travaillé les 3 précédentes années. Et là, je veux remercier toute l'équipe du bureau départemental et les conseillers départementaux parce qu'il y a un gros boulot qui a été fait sur le département. On est devenu quand même, on va l'avouer, un tout petit peu plus visible. Et puis aujourd'hui, nous sommes quand même un des 2 partis de la majorité présidentielle. Même si on est moins nombreux que la LREM, on est présent à l'Assemblée, on travaille avec les cabinets ministériels. Donc ça nous donne des opportunités d'agir sur le territoire qui sont quand même plus importantes que quand on est juste en alliance ou dans une opposition. Là, on a un peu plus de cartes en main, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on aille vraiment vers nos citoyens. Nous, on veut imposer au niveau territorial une politique qui soit vraiment une politique territoriale du citoyen portée sur le projet et pas dans la guerre des chapelles parce que ça ne nous intéresse pas. Donc le boulot, ça va être de construire justement, de continuer à construire ce qu'on a commencé à construire avec La République En Marche, c'est-à-dire un axe central qui aille au-delà de nos 2 partis et qui puisse intéresser les gens de bonne volonté qui veulent travailler sur des projets concrets dans l'intérêt général et pas seulement pour rester dans l'entre-soi comme ça a été pendant des années le cas dans pas mal de départements. On est dans les Yvelines, mais c'est valable un petit peu partout. Alors vous êtes député, conseiller régional d'Île-de-France également, président de Nature Paris, qui est l'agence pour la nature et la biodiversité. Vous avez encore le temps de vous consacrer au MoDem 78, à la Fédération des Yvelines. Je vais vous faire un aveu, je suis très très épaulé au MoDem 78, notamment par mon délégué départemental, Jean-Baptiste Amonique, entre autres, mais l'équipe est vraiment soudée et resserrée. Il y avait un sens de faire ça parce qu'il y a des axes politiques forts à donner, et puis on verra, j'irai pas au-delà, hein. Je vous dis, je ferai 2 mandats. Oui, ça sera votre dernier mandat à la tête du MoDem des Yvelines. Oui. Alors, quelles sont les perspectives? On vous l'avait dit, le MoDem est un allié de la République En Marche. Ça c'était pour les présidentielles, aussi pour les législatives. D'ailleurs, vous faites partie donc, du coup, de ce groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Il y a 2 membres aussi du MoDem qui sont au gouvernement, Jacqueline Gouraud et Geneviève Darrieussecq. Il faut compter sur le MoDem pour les prochaines échéances électorales? Écoute, j'espère qu'on va compter sur nous. En tout cas, nous, on va continuer à porter le projet présidentiel parce que la façon dont ça se fait nous convient. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a été habitué à un État, à une administration qui décide d'en haut et qui transmet ses décisions d'en haut vers le bas. Et on s'aperçoit au bout de 40 ans que ça ne fonctionne pas. Mais enfin, il ne fallait pas être non plus grand clair pour ne pas comprendre que ça ne fonctionnerait pas. Et là, ce que j'apprécie dans l'action qui est en train d'être menée, au-delà de toute polémique qu'on peut avoir sur les choix qui sont faits par le gouvernement et par le président de la République, c'est qu'il y a un dialogue permanent entre les cabinets ministériels,
et notamment les députés à l'Assemblée nationale. Il y a besoin de faire remonter les infos du terrain pour ajuster justement les politiques que met en place le gouvernement, et je pense que c'est la bonne méthode. Vous parliez en sujet, là j'ai vu les états généraux de l'alimentation, c'en est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu les assises de la mobilité. Voilà, c'est une façon de fonctionner, moi, qui me convient, parce qu'on tient compte de l'avis du citoyen. Et ça, c'est très très important pour reconstruire notre pays, je pense. Comptez sur Modem dès les européennes en 2019 de toute façon, il y aura après, je ne sais pas comment seront faites les listes, mais j'imagine quand même qu'on va partir en alliance avec La République En Marche pour les européennes, puisque de toute façon, là, pour le coup, on est à peu près d'accord sur tout. Ce sont deux partis qui sont très europhiles, et il n'y a aucune raison qu'on ne parte pas ensemble. Merci Bruno Millienne d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Député Modem de la 9e circonscription des Yvelines, et vous venez d'être réélu à la tête du mouvement démocrate dans le département. Ça a été inauguré ce matin. Le centre commercial Parly 2 au Chênay compte une nouvelle extension, un passage qui permet aux clients de circuler plus facilement au sein de l'enceinte. Pour le moment, de nouveaux parkings, 16 boutiques qui ouvrent et des enseignes historiques du centre qui se réinventent. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est important puisqu'elle souligne la fin de 24 mois de travaux pour le magasin et de 20 mois de travaux pour le centre qui nous entoure. Et bien sûr, c'est avec impatience et même un peu d'émotion qu'on va vivre cette journée de réouverture et d'inauguration du centre. Il est vraiment un élément partenaire de la commune. C'est un centre dans la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons passé des centaines, voire des milliers d'heures depuis plus de 10 ans pour aboutir à ce que vous voyez aujourd'hui. Et je vous disais, pour le moment, puisque la rénovation globale de Parly 2 a débuté depuis 2010, 200 millions d'euros ont été investis. Et le dernier chantier en cours, c'est la construction du multiplex pour une ouverture prévue en 2019. Nous vous en parlions hier dans le 7-8 journal. Manille-les-Hameaux organise sa semaine de la citoyenneté, événement qui se déroule depuis plusieurs années à destination des écoliers et collégiens de la commune. Plusieurs rendez-vous au programme et notamment un rallye citoyen qui faisait étape hier à l'hôtel de ville de Manille-les-Hameaux. Reportage Mélanie Poquet. C'est pas un tribunal ici. Oui. Difficile pour ces élèves de 5e du collège Albert Einstein de deviner où ils se trouvent. Christine Mercier, première adjointe de la mairie, leur fait découvrir le conseil municipal. C'est important qu'ils sachent ce qu'il y a dans leur commune, mais surtout comment ça fonctionne et leur montrer que ça fonctionne de la même manière partout. Et c'est important, ça fait partie de la citoyenneté. 30 minutes d'échange pour apprendre qu'il y a 29 conseillers municipaux, dont 8 adjoints au maire. Durant une semaine, les citoyens de demain vont à la rencontre des acteurs de la commune, de quoi peut-être susciter des vocations. Il y avait quelque chose que je connaissais déjà, mais la plupart, non. Si plus tard, on aimerait bien faire le même métier ou postuler, au moins on sait à peu près les bases. Je ne savais pas qu'on pouvait assister aux réunions, au vote. Et que y avait beaucoup de fonctionnaires qui travaillent ici. La semaine de la citoyenneté concerne tous les élèves du CP au collège. Un temps fort devrait rassembler tous les acteurs en avril 2018. À Plaisir, le projet de réaménagement du centre-ville suit son cours avec des concertations auprès des habitants. Lundi soir se tenait une dernière réunion publique à la mairie. Elle a servi à faire le point sur les différentes idées évoquées et les pistes envisagées. Camille Lambert. C'est un projet d'envergure auquel se prépare la ville de Plaisir, la requalification de son centre-ville. 3 secteurs sont particulièrement concernés, le quartier du Valibou, la zone de l'hôpital Charcot et le centre historique. Une évolution conséquente pour les Plaisirois et c'est justement avec eux que la mairie souhaite travailler. Elle a organisé 3 réunions publiques destinées aux habitants. Moi, je suis plus intéressé par la refonte, le projet du centre-ville sur le site de l'hôpital Charcot. Donc, comme j'habite juste en face, donc je serai aux premières loges. Donc, s'il y a des maisons ou des immeubles qui vont être construits, ça m'intéresse au plus haut point. Savoir jusqu'où cet aménagement va aller au niveau de cette ville, comment ça va se passer.
Des interrogations nombreuses, même si l'heure est toujours à la concertation. Je crois qu'il y a encore des personnes qui pensent que ce sont déjà des résultats et des décisions que nous avons prises, alors que non. Nous ne sommes que dans une phase diagnostique. On est dans une discussion, dans un échange pour justement imaginer ce qu'on pourrait faire si sur la ville il y avait des choses qui allaient se libérer. Parce que la fusion des 2 hôpitaux fait qu'il y a beaucoup de foncier qui se libère actuellement et on ne va pas laisser faire n'importe quoi. Parmi les pistes évoquées, l'aménagement du rue, le prolongement d'une coulée verte et la création de liaisons douces. Concernant le Valibou, la réhabilitation a déjà commencé. Pour casser l'enfermement du quartier, la ville prévoit de nouveaux cheminements et la création d'une place avec différents commerces. Il y a plusieurs coulées vertes, il y a la coulée bleue et puis il y a également toute cette installation des pistes cyclables que nous souhaitons mettre, d'agrandir les trottoirs et puis aussi de remettre et de repositionner les commerces de proximité. On a la chance d'avoir une zone commerciale très intense, mais il faut aussi que l'on maintienne et que l'on développe tout cet espace qui est l'espace des commerces de proximité. Favoriser les petits commerces, une demande des habitants. Elle concerne également le centre historique. Un projet important qui devrait se concrétiser d'ici 20 à 25 ans. Les plaisirois sont toujours invités à laisser leur avis et leurs questions sur le site plaisirdemain.com. Un développement qui peine à se concrétiser. Le déploiement de la fibre optique SFR est jugé trop lent par les instances de l'agglomération. Un courrier a été envoyé récemment à l'opérateur. D'après 50 ans en Yvelines, aucun planning précis sur la modernisation du réseau n'a été défini depuis la réunion publique que vous voyez à l'image. L'agglomération qui indique travailler actuellement avec la concurrence pour une nouvelle offre de très haut débit dans les prochains mois. Suite de notre série de reportages sur le fait main dans les Yvelines, ce soir, rencontre avec un maître voilier installé à Coignières. Valérie Vial répare ses voiles dans son atelier. À côté de cette activité de réparation, elle recycle également ses voiles et crée des accessoires. Nicolas Dandry et Léa Rège. Donc là, j'ai un client qui m'a apporté un génois. Le génois, c'est la plus grande voile qu'il y a sur un bateau. À près de 200 km des côtes normandes, Valérie Vial garde un œil sur la mer. Dans son atelier à Coignières, cette maître voilier travaille et répare tous les types de voiles. Depuis quelques années, on voit apparaître des voiles en carbone, des voiles en Pintex et des laminés. Donc là, ça se casse beaucoup plus facilement et là, on les répare beaucoup plus. Il y a des fils qui sont particuliers, c'est des fibres avec un petit peu de paraffine dessus, c'est-à-dire que quand on coud, lui il chauffe, ça fait fondre la paraffine et ça bouche tous les trous. C'est pour ça qu'on dit qu'une voile, elle est étanche. Valérie Vial commence sa formation à 17 ans dans une voilerie à Ouistreham en Normandie. Elle débarque ensuite à Saint-Quentin en Yvelines. J'ai commencé à arriver ici, j'ai travaillé pour une autre voilerie qui était à Saint-Cyr-l'École. Et puis après, j'ai travaillé pour la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pendant 18 ans. En tant que maître voilier, j'ai créé mon poste sur la base de loisirs. Et puis maintenant, ça fait 7 ans que j'ai créé ma propre entreprise. En région parisienne, comme il y a beaucoup de gens qui naviguent, que ce soit en planche à voile ou en kitesurf ou en bateau, ça navigue quand même pas mal. Donc j'ai un petit peu de clients, c'est régulier. 32 ans d'activité pour cette Normande de cœur et les voiles n'ont quasiment plus de secret pour elle. Elles passent toutes entre ses mains comme le spi, le génois ou encore la grande voile. Sa machine à coudre pour acolyte, Valérie développe au fil des ans un côté artistique. J'étais beaucoup plus créatrice que couturière. Donc du coup, j'ai toujours créé plein de choses, toujours des sacs. Donc je recyclais énormément les voiles de bateau. Tout ce que je pouvais recycler, je recyclais en pochette, en sac, en pouf, en table. Son imagination débordante et éco-responsable l'amène à créer plusieurs objets originaux, réalisés exclusivement à partir de voiles recyclées. Donc ça peut être des voiles très vieilles, c'est-à-dire que les voiles au début, elles étaient en coton. Donc comme celle-ci, ça c'est une voile qui vient de l'île de Loctudie, qui est en rouge, parce qu'on faisait beaucoup de rouge à l'époque, et du tan. Le tan, c'est le marron foncé autrement. Voilà. Donc je recycle, je récupère même les vieilles ralingues et tout. Je dessine d'abord mon sac, et puis après, par rapport à la voile, il faut regarder si la voile est encore bonne. Donc on la met à laver dans la machine à laver, et puis on voit ce qui reste. Et puis après, on coupe ces morceaux en fonction de ce qu'on veut comme modèle, tout simplement. Après, vous avez tout ce qui est planche à voile. Alors, c'est des couleurs un peu flashy, parce que les années 70-80, c'était que des couleurs un peu qu'on voit bien sur l'eau, de très très loin. La confection d'un accessoire représente pas loin de 20 heures de travail pour Valérie, qui en vrai passionnée n'a de cesse d'innover sa spécialité. Le vent peut souffler fort sur Coignières, les voiles sont accessibles à tous.
Il expose ses œuvres à La Verrière. Bonsoir Hamid Fakouri. Bonsoir. Artiste, peintre et sculpteur, vous êtes originaire de La Verrière et vous proposez œuvres. C'est le nom de votre exposition à voir à partir de demain au centre socioculturel Espace Jacques Miquel, donc à La Verrière. Le vernissage, c'est demain à 18 h. Première question pour ceux qui ne connaissent pas votre style, le style Hamid Fakouri, c'est quoi? En fait, c'est par rapport au mystère, un mystère pictural. Mystère pictural, donc... un mystère, voir des... en fait, la peinture... c'est un moyen d'expression pour vous. Là, d'ailleurs, on voit quelques œuvres à l'image. Oui, vous le dites, le mystère, on le ressent comme quelque chose d'abstrait, finalement, c'est ça? Ouais, c'est très abstrait. Il n'y a aucune figuration dans ces tableaux. Et quels sont, donc là on voit des peintures à l'image, vous avez plusieurs supports de travail, il y a de la peinture mais il n'y a pas que ça, hein, c'est ça? Ouais, il y a quelques objets, des petites sculptures que j'ai en fait des assemblages, comme là on peut voir un hommage à Saint-Exupéry. Voilà, ça fait combien de temps que vous exercez dans l'art? En fait j'ai commencé en 1980, j'ai vendu mes premières œuvres, je vendais à peu près 2-3 œuvres par an. Et aujourd'hui, là, en 2017, je comptabilise 140 ventes, en fait, peinture et sculpture confondues. Donc tout ça se fait de manière, oui, totalement professionnelle. C'est vraiment votre profession, vous êtes consacré à ça à 100%? À 100%. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, à la base, si on revient sur votre parcours, de vous exprimer dans l'art? Ouais, on voyait des peintres qui faisaient des choses, des peintures prestigieuses. Entre des peintres new-yorkais à Paris dans les années 80, c'était assez foisonnant. Et on a envie de leur ressembler. C'est dur de se lancer au début, de se dire on est convaincu qu'il faut faire ça, qu'il faille faire ça si voilà, on est convaincu de ce parcours? Il faut peindre, il faut travailler. Voilà, on vous dit vous êtes peintre, ok, mais vous travaillez alors. Alors vous évoquiez les artistes new-yorkais, du coup, quelles sont vos inspirations? Oui, il y en a un artiste que j'aime particulièrement, c'est James Brown. Mais qu'on ne le voit pas, on ne voit plus cet artiste, c'est complètement disparu. Mais c'est un très grand artiste qui se posait au Salon de Mars, sur le champ de Mars, dans les années 80. Donc c'est un artiste new-yorkais? Ouais, new-yorkais. C'est lui qui vous a donné à la base l'envie de commencer? C'est ça, parce que c'était des choses, c'était de la peinture précieuse, c'était cultivé, c'était magnifique. Et côté France, est-ce qu'il y a des inspirations? En fait, oui, j'aime beaucoup les peintres français, j'aime les peintres marocains du Maghreb des années 50. Voilà, j'aime beaucoup ça. Dans vos œuvres, est-ce qu'on peut ressentir, alors vous le disiez, c'est autour du mystère, mais est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer, vous, dans vos œuvres? Il n'y a pas forcément un message, mais en tout cas, une peinture qui puisse décorer, décorative en tout cas. C'est d'abord c'est le premier rôle de votre art, c'est quelque chose de décoratif? Ouais, décoré, ouais, si, mais on se plonge dans la peinture, on réfléchit, on se délasse. On voit des teintes très bleutées, très, très violettes. Vous travaillez sur ces couleurs, il y a plusieurs couleurs. Là, en l'occurrence, pour l'exposition, c'est vrai qu'on le voit à l'image, beaucoup de teintes bleutées et violettes. Ouais, en fait, la peinture bleue et le violet, en fait, je trouve que c'est très spirituel. Des couleurs spirituelles. Et pourquoi, ouais, justement, pourquoi vous avez cette impression de spiritualité autour de ces couleurs? Déjà, regardez, si vous voyez bien les couleurs mauves, elles sont plutôt... c'est pas forcément une couleur de deuil, mais en tout cas une couleur de profondeur. Une couleur de profondeur, oui. Et une couleur aussi de mystère. Là, on revient pour le coup au mystère. C'est ça. Du coup, là, pour cette exposition, c'est un ensemble de vos œuvres, c'est une période précise de travail dans votre carrière, ou c'est un ensemble finalement de... En fait, c'est un ensemble que j'ai commencé à peindre au mois de mars à peu près. J'ai commencé en mars. Le maire de La Verrière, Madame Dutu, a eu cette idée de faire une exposition. D'accord. Donc c'est une exposition, enfin ces œuvres que l'on voit à l'exposition ont été préparées spécialement pour cette exposition. Pour ça. Très bien. Et dernière, d'autres questions, hein, mais vous espérez les vendre, ces œuvres, ou c'est juste pour donner envie quel est le but recherché derrière? Ça peut donner envie à des gens de peindre, ou même de travailler, peut-être à la photo ou quelque chose. Mais
Oui, c'est ça, ouais. Pour les vendre. Je m'adresse à des acquéreurs, des collectionneurs, des amateurs qui viendront voir l'exposition et qui peut-être acquerront une œuvre pour partager ce rêve de profondeur et de mystère. Et ce mystère, cette profondeur, elle est à voir jusqu'au 30 décembre, hein, c'est ça? 31 décembre. Au 31 décembre, donc jusqu'au dernier jour de cette année 2017. Et c'est au centre socio-culturel Espace Jacques Miquel à La Verrière. Merci Hamid Fakouri d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Je rappelle, artiste, peintre et sculpteur. Et vous exposez donc à La Verrière jusqu'au 31 décembre. Plus d'informations sur le site de La Verrière qui s'affiche en bas de l'écran. Avant de se quitter, attention, quelques flocons pourraient tomber demain sur Saint-Quentin en Yvelines. Pas assez a priori pour faire un bonhomme de neige. En revanche, vous pouvez être prévenu par SMS du déclenchement des opérations de salage et de déneigement sur les voies intercommunales. Inscription gratuite sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.